Les gens qui jardinent vivent avec les saisons, et cela est vrai aussi pour la serre. Dans une serre, il n'y a que deux saisons, la saison chaude de croissance et la saison froide où il n'y a rien à faire. Et à la fin de cette saison chaude, en automne, vous pouvez encore cueillir quelques petites tomates. L'avantage de ces petites variétés de tomates que j'ai plantées ici est que celles-ci continuent de pousser. Même quand il fait déjà un peu plus froid dehors, quand le soleil donne un peu de lumière pendant la journée, ces tomates continuent à mûrir. Vous devrez peut-être les laisser mûrir un peu plus à la maison, sur le rebord de la fenêtre, mais je continue à en cueillir. Avoir son propre potager, c'est la fierté de tout jardinier, moi y compris, mais oui, cela demande un peu de travail. C'est pourquoi, en automne, je m'assure que le jardin est propre pour l'hiver. Cela permet d'économiser beaucoup de travail au printemps. Et aujourd'hui, je vais désherber un peu pour que le potager puisse passer l'hiver sans encombre. Oui, c'est facile avec un aussi bon coupe-bordure, mais regardez ici dans le lit de semences, c'est la centaure jacée du Brésil, ou Galinsoga sciée. C'est une plante exotique invasive, arrivée dans notre pays, elle tolère des températures jusqu'à moins 10 degrés, donc s'il gèle fort en hiver, les graines ne germeront pas non plus, mais bon, avec les hivers de ces dernières années, elle ne fait que se propager, et pas seulement dans le sol sablonneux de la Campine, nous voyons déjà apparaître de plus en plus de ces fleurs dans les sols argileux de la Flandre occidentale. À Mol, on l'appelle le bloemeken, et tout le monde sait alors de quoi on parle. C'est une petite plante très invasive. Elle n'est pas toxique. Je connais même quelqu'un qui la vend à des restaurants. Il suffit de trouver une solution. Un restaurant à Paris en décore ses plats. Mais ici, elle doit partir. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais l'arracher, ensuite la jeter sur un tas. Pas sur le tas de compost, parce qu'alors, les graines vont être conservées. Non, en tas. Puis, une fois sec, le brûler, allumer. Et ensuite, je travaillerai la terre, et comme ce sont des plantes qui germent à la lumière, elles ont absolument besoin de lumière pour germer et d'un sol perturbé. Je vais recouvrir le sol d'une bonne couche de terreau de feuilles en prévision de l'hiver, pour que les graines puissent être semées immédiatement après l'hiver. Le terreau de feuilles est alors redevenu de l'humus fin, et puis je serai beaucoup moins gêné, sans avoir à utiliser du poison parce qu'il n'y a pas de commencement non plus. Et on ne fait jamais ça ici de toute façon, utiliser du poison. Il n'y a pas de commencement contre ce Galinsoga scié. Oui, une plante particulièrement résistante. Let's meet down at the lonely lake. Before summer has gone away. Soyez assurés que ces petites fleurs, elles sont en pleine floraison maintenant. Elles ne sont pas encore tout à fait matures, mais je crains qu'il y ait quelques graines sur le sol de toute façon. Elles vont germer, même pendant l'hiver. Si le temps est doux, voilà, donc on ne va pas le déposer sur le tas de compost, simplement former un tas où je les laisse sécher, puis j'allume une allumette et c'est parti, je jette ça au soleil. Oui, regardez ici aussi à cet endroit, c'est là que se trouvaient les courgettes. Vous pouvez encore voir ici les restes d'une plante qui a donné un rendement énorme. Mais je n'ai pas pu désherber ici, et si vous ne désherbez pas, alors les mauvaises herbes apparaissent. Et qu'est-ce qui vient en premier? Le bloemeke. Mais avec un peu d'effort et un peu de travail mécanique, alors vous vous en débarrassez sans avoir recours à la chimie. Et c'est le but, n'est-ce pas? Conserver le sol parfaitement sain et savoir ce que nous mangeons avec la filière courte du jardin à l'assiette.
Non seulement je fais du jardinage sans poison ici, mais mon bon sens ne me le permet pas. Mais je fais aussi du jardinage sans creuser, parce que mon dos ne me le permet pas. Et cela se fait très facilement avec une fourche, avec une grelinette. Très facile. Vous l'enfoncez dans le sol, et le but est de briser la terre, la couche arable, sans la retourner. Parce que si le sol est retourné, les bactéries bénéfiques qui aiment une certaine profondeur vont remonter là où elles ne se sentent pas à l'aise, et vice-versa. Celles d'en haut vont se retrouver quelque part en bas, au sous-sol, où à leur tour, elles ne se sentent pas bien. Le deuxième avantage est le suivant. Regardez, je viens juste d'éliminer les grandes mauvaises herbes ici, mais en labourant comme ça maintenant, les petites herbes vont disparaître sous terre. Et vous savez, ce Galinsoga, il a besoin de lumière pour germer. Dans toutes les graines qui disparaissent sous terre, elles ne vont plus germer. Et si vous pouvez les travailler en dessous, et en outre un peu de feuilles vertes par-dessus ou un autre paillis, alors elles commencent naturellement à se réduire et alors la quantité devient gérable. Vous l'avez vu, on ne peut jamais gagner complètement la bataille contre le Galinsoga. Vous ne devez pas vous bercer d'illusions, mais vous devez juste faire de vos ennemis vos amis. Endurer un peu et travailler un peu plus. Tout cela n'est pas si grave. Regardez, c'est un exercice sain pour les bras, pour les épaules, et pas du tout éprouvant pour mon pauvre dos. Qui dit maintenant avec beaucoup de reconnaissance « Merci, Janke, d'avoir pensé à moi, donc. » J'ai déjà une rangée de fêtes. Voilà, avec la grelinette, j'ai maintenant aéré la terre, mais vous voyez, ce sont toujours de grosses mottes. Et j'ai hérité ça de mon père. Il l'a fait lui-même à l'époque. J'en garde de beaux souvenirs, car il a jardiné ici pour la 3e génération, moi la 4e et ma fille déjà la 5e génération. Donc c'est vraiment notre terre ici, et ce râteau à mottes veille, voyez-vous, à ce que les mottes soient brisées comme par elles-mêmes, et qu'une plus grande partie encore du verre qui a été laissé là disparaisse dans le sol. L'avantage de faire des parcelles étroites, qui sont bien délimitées, c'est un accès facile partout, sans avoir à trop marcher dessus, car l'intention est que ce sol, qui n'est pas retourné, ne se tasse pas ou ne durcisse pas en marchant trop dessus. Vous devriez voir la couleur de cette terre, ce noir foncé, eh oui, cette odeur d'humus, je la mangerai en 1 minute. Ah oui, c'est un sol alluvial. Nous sommes en fait dans une zone inondable ici, et c'est aussi pourquoi j'ai mis mon jardin ici. Vous voyez, le front est à peu près à hauteur de coupe, mais il arrive parfois que le ruisseau ici déborde, et qu'il déborde jusqu'ici. Et dans ce cas, nous pouvons quand même encore jardiner. Regardez, regardez, de cette façon, nous rendons le jardin complètement prêt pour l'hiver en un rien de temps et sans effort pour le dos. Il va résister jusqu'au printemps, jusqu'à l'époque des semis, mais je veux aussi voir ce qu'il y a à récolter en cette période. Voilà, regardez, un autre travail pour l'automne, qui est celui des haricots grimpants que nous avons laissés pour les semences de l'année prochaine, pour aller les récolter. Et c'est en fait assez simple. On a juste à cueillir ces haricots, les ouvrir, et les haricots, ben voilà, regardez.
Voilà, c'est déjà suffisant pour planter une rangée de haricots grains pour l'année prochaine. Ce que je dois faire maintenant, c'est bien les laisser sécher. Je vais donc mettre ce récipient dans un endroit chaud, pas forcément sur le radiateur, juste à température ambiante ou au soleil, encore assez présent en cette période, avec un filet par-dessus pour qu'aucune créature ne puisse y accéder, car il y a des scarabées du haricot et d'autres créatures qui les adorent. Une fois qu'ils sont complètement secs, stockez-les, non pas dans un pot en plastique scellé ou autre, mais simplement dans un sac à sandwich. Attachez-le en haut et suspendez-le quelque part dans un hangar. L'année prochaine, ils seront prêts à être ensemencés au mois de mai pour une nouvelle récolte de haricots verts savoureux. Ah, des blettes comme ça, ce n'est pas à dédaigner. Je les coupe toujours en petits morceaux, y compris les feuilles, puis je fais un wok avec ça. Et ça donne un super wok. Très sain aussi. Directement du jardin à l'assiette. C'est comme ça que nous le voulons. J'ai déjà des betteraves rouges pour cuisiner, j'ai du persil et des blettes. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est cette beauté ici, qui est un chou palmiste. Oui, on ne voyait pas du tout ça avant, quand j'étais ici dans le jardin avec mon père. Parce que je devais, parce que je n'aimais pas faire ça avant. Il devrait me voir occupé maintenant, ça n'existait pas à l'époque. Ensuite, nous avons ce chou frisé qui est là-bas, de la même famille, et vous pouvez le récolter en enlevant les feuilles à chaque fois. Et avec une poignée de ces feuilles, vous faites la plus délicieuse purée verte. Que dit-on dans la région de la Campine? Pétasie. Il n'y a rien de mieux que ça. Et ça continue en hiver. Voilà. C'est certainement suffisant et la maîtresse de maison peut commencer à les préparer. Je me suis bien amusé. Salut! Ah, ici, je suis proche de ces frelons. Mais il est tard dans l'année, ils ont froid, ils ne seront pas agressifs. Normalement, vous devez rester à bonne distance, à environ 5 mètres d'eux. Mais quelle joie de constater que cette fois-ci, ce nichoir n'a pas été trouvé par une mésange bleue comme l'année dernière, mais par une reine frelon. Elle a élevé ses ouvrières là-bas et elles sont parties à la recherche de proies par ici. Et quelle est leur proie? Eh bien, ça pourrait être un papillon, ou une mouche, ou une guêpe, ou une autre guêpe, ou une libellule, mais aussi des chenilles. Et ici, dans notre potager, notamment les chenilles du chou blanc. Et nous n'avons rien ici. Nous faisons tout ici de manière biologique. Il n'y a pas de poison impliqué. Je n'ai pas vu une seule chenille se développer ici dans notre jardin, et je dois cela ici à nos concitoyens le frelon. Une espèce indigène. Ce n'est pas l'espèce asiatique agressive qui vide aussi les ruches, non, c'est l'espèce indigène. Vous pouvez facilement les reconnaître, il suffit de regarder sur Internet, ils sont complètement différents et ils sont totalement inoffensifs. Leur venin n'est pas aussi puissant que celui des abeilles. Oui, les abeilles doivent avoir un venin puissant parce qu'elles doivent protéger leur nid de miel. Et les ours peuvent leur tomber dessus ou d'autres mammifères qui aiment le miel, mais ici, elles ne font pas de miel. Non, elles donnent la viande qu'ils attrapent. Elles la mâchent finement et elles la donnent à leurs larves. Et les larves lui donnent ensuite une goutte d'eau sucrée et cela donne aux ouvrières leur énergie de vol pour pouvoir repartir à la chasse. Des animaux incroyablement utiles, des créatures protégées d'ailleurs. Oui. Si vous en avez près de votre maison, vous devez être un peu plus prudent, comme avec les autres guêpes, mais elles sont beaucoup moins agressives et en fait beaucoup moins dangereuses aussi. Donc, ces 2 piqûres et l'hospitalisation, oui, c'est un mythe. Sauf bien sûr si vous y êtes allergique. Alors vous devez être doublement prudent. J'ai séparé quelques plantes parce que dans cette zone-ci, sur le côté sud du potager, c'est là que je vais faire une sorte de forêt alimentaire. Maintenant, à propos des forêts alimentaires. On dit toutes sortes de choses, mais ce n'est pas comme si on pouvait faire une forêt alimentaire sur une petite surface et en vivre. Le rendement est trop faible pour ça. Ce n'est pas le cas. Ne vous y trompez pas, il s'agit plutôt de se promener, de cueillir une baie par-ci, quelques feuilles par-là pour faire du thé, éventuellement quelques tubercules dans le sol.
Je vais expérimenter un peu cela avec le concept de forêt alimentaire parce que ce n'est pas grand ici. Et j'ai choisi un plaque minier, une myrtille américaine, quelques coings, parce que les coings supportent aussi très bien l'humidité, puis des roses Pyro, la vraie rose vitaminée. Je vais faire un dôme de rose avec ça, et quelques figuiers. Je me demande comment ils se comporteront sur ce sol. Et plus tard, derrière, quelques noisetiers rouges seront ajoutés, mais je vais les acheter sur des racines nues, et il était un peu trop tôt pour cela maintenant. Alors au boulot. Ceci est un plaque minier. En raison de nos hivers doux, le fruit, le kaki, est tout à fait faisable ici. Très savoureux aussi. Ces nattes de noix de coco, vous les trouvez très difficilement dans le commerce privé, mais dans le commerce professionnel, ici et là, peut-être jeter un coup d'œil sur Internet, je l'ai fait, et c'est ainsi qu'elles me sont arrivées des Pays-Bas. Mais pourquoi je les utilise ? C'est très bon pour les mauvaises herbes qui vont pousser pour que ces petits arbres soient encore un peu libres dans le bas et peu de concurrence. Et cela garde aussi le sol humide. Et les vers, ils aiment aller en dessous. Le sol ne se dessèche pas complètement en dessous, c'est très bien pour cet arbre, il y en a de différentes tailles d'ailleurs. Le coing, oui, le coing, la variété Verania. C'est pour faire de la gelée de coing ou pour la mélanger à d'autres confitures. Seedless Chia. Et le dernier que je vais planter dans la rangée, c'est un coing très spécial. Les coings supportent bien le sol humide, sont idéaux pour faire de la gelée ou de la confiture, tout ce que vous voulez. Un fruit très spécial, mais ils sont incroyablement durs et crus, pratiquement non comestibles ou impossibles à croquer pour les dents humaines, sauf celui-ci. Celui-ci est très spécial avec un nom très simple. C'est le coing Miashkoplodonaya. Ou quelque chose comme ça. Oui, demandez-le dans le commerce spécialisé, vous le trouverez bien. Coing comestible. Et donc, ma propre version d'une forêt alimentaire commence à prendre un peu forme. Hein? Et c'est avec mes mains dans le sol, littéralement la mise à la terre. Toute l'énergie négative dans mon corps se retrouve dans le sol et je reprendrai tout à l'heure la route vers la maison avec satisfaction. Mais d'abord encore arroser, toujours arroser après avoir planté. Et voilà, regardez, c'était le dernier de la rangée. Et avec lui, j'ai fait le début de ma propre version d'une forêt alimentaire. Oui, c'est expérimental. Je suis curieux de voir ce que cela donnera. Une dernière chose que je vais faire encore, c'est nettoyer ma pelle. Salut!